Pendant 3 semaines angoissantes, les habitants des États de Virginie et du Maryland sont victimes d'une folie meurtrière. Un sniper terrorise la population. 13 personnes sont abattues. Voici comment les experts scientifiques et les enquêteurs ont travaillé de concert pour arrêter le meurtrier. Une vieille femme périt dans un accident de la route. Mais pour la police, il s'agit d'un meurtre déguisé. 2 experts en incendie se penchent sur l'affaire et livrent des conclusions diamétralement opposées. S'agit-il d'un accident ou d'un meurtre? À vous d'en juger. Bonjour. Soyez les bienvenus sur ce plateau pour ce nouvel épisode des Enquêtes impossibles. James Martin, Sonny Buchanan, Sarah Ramos, Lori Ann, Lewis Rivera, Pascal Charlotte, Cheryl Witz, Dean Meyers, Kenneth Bridge, Linda Franklin. Et la liste n'est pas complète. Toutes ces personnes vaquaient paisiblement à leurs occupations lorsqu'elles ont été frappées à mort par la balle d'un sniper, lorsqu'elles ont été victimes d'un tireur fou qui se prenait pour Dieu. L'histoire que je vais vous raconter maintenant est celle d'une longue, très longue descente aux enfers, d'un cauchemar qui a mobilisé pendant 3 semaines les forces de police et du FBI de Washington et qui a obligé le président américain à intervenir à la télévision dans le but d'apaiser une population terrorisée. Le 2 octobre 2002, la police du comté de Montgomery, dans l'État du Maryland, doit enquêter sur plusieurs tirs mortels. James Martin, 55 ans, est abattu alors qu'il charge des courses dans sa voiture. Sonny Buchanan, 39 ans, est tué d'une seule balle alors qu'il tond sa pelouse. Un chauffeur de taxi de 54 ans est abattu à une station-service. Il n'était jamais rien arrivé de pareil dans le comté de Montgomery. C'est une communauté très sûre et en une journée, le taux d'homicide a augmenté de 25%. Toutes les victimes semblent avoir été tuées par le même individu. Les enquêteurs évaluent la distance de tir entre 100 et 200 mètres, mais ils ignorent où le tueur était embusqué. Le FBI utilise un logiciel d'animation pour reconstituer les scènes de crime, afin de déterminer où était dissimulé le sniper. Étant donné qu'il réussit à s'enfuir sans se faire repérer, certains pensent qu'il a un complice. Ma théorie, c'était qu'il y avait un chauffeur. C'est pour ça qu'il arrivait à s'enfuir aussi facilement. Vous tuez une personne, puis vous en tuez une deuxième. Un psychopathe, un lambda, se serait arrêté là. Mais non, lui, il va ensuite s'en prendre à une 3e et une 4e victime. Et ce, moins de 2 heures après les premiers meurtres. C'est pour ça que je pensais qu'ils étaient 2. La 4e victime est Sarah Ramos, 34 ans. Elle était assise sur un banc devant ce bureau de poste quand on lui a tiré dessus. Ensuite, une jeune femme de 25 ans est abattue à une station-service. Et Pascal Charlotte, 72 ans, est tué d'une balle alors qu'il traverse une rue. Un témoin déclare avoir vu une vieille Chevrolet 4 portes quitter les lieux, tout feu éteint. Nous pensons que nous avons affaire à un tireur expérimenté, et ça ne fait qu'augmenter notre inquiétude. Les 3 derniers tirs fournissent à la police les premières preuves scientifiques. Les fragments de balles retirés des corps des victimes vont pouvoir être analysés. On a en quelque sorte essayé de recoller les morceaux pour voir ce qu'on allait trouver. C'était comme essayer d'assembler un puzzle. Quand une balle est tirée, les rainures à l'intérieur du canon laissent des marques caractéristiques sur la balle. Le sniper utilise des balles de calibre 223. Les marques sur les fragments des balles proviennent de la même arme. Il s'agit de balles à pointe creuse, conçues pour causer le plus de dégâts possible. L'idée de la pointe creuse, c'est de rendre plus performante la tête de la balle, qui s'ouvre dans la blessure.
La balle va à environ 1000 mètres par seconde. Quand elle atteint la victime, l'impact en lui-même est déjà d'une violence extrême. Mais en plus, la balle explose à l'intérieur. Lorsqu'une balle pénètre un corps, elle crée une cavité dont la taille varie en fonction de la vitesse de pénétration, du calibre et de la nature du projectile. Durant le parcours qu'elle effectue à l'intérieur de l'organisme, la balle peut être déviée au contact d'un os et se fragmenter, créant ainsi des projectiles secondaires aux effets dévastateurs. Enfin, si la balle a conservé suffisamment de force pour traverser le corps de part en part, la plaie de sortie sera plus importante que l'orifice d'entrée. Dans l'affaire qui nous concerne, les munitions utilisées par le sniper sont de calibre 223, ce qui équivaut à du 22 long rifle. Par ailleurs, les douilles retrouvées indiquent que les cartouches étaient de type Magnum, c'est-à-dire que la charge en poudre était supérieure à la normale. Afin de rendre ces tirs plus meurtriers encore, nous avons vu aussi que le sniper avait utilisé des balles à tête creuse. Ces munitions, pourtant interdites lors de la première conférence internationale de la paix de La Haye, se déforment lors de l'impact, déchirent les tissus et provoquent des hémorragies internes, le plus souvent fatales. Le tireur fou a déjà abattu 6 personnes en pleine rue. Dès lors, une course contre la montre est engagée entre la police et le prédateur. Et une question hante les esprits. Quand va-t-il récidiver? La réponse, malheureusement, ne se fait pas attendre. Le lendemain, une femme de 43 ans est abattue sur le parking d'un centre commercial dans le comté de Spotsylvania, en Virginie. Heureusement, elle survit. Des témoins ont vu une camionnette blanche à proximité de la scène de crime. Mais les enquêteurs n'en savent pas beaucoup plus. Et ils espèrent que le profilage géographique leur permettra d'identifier le sniper. Le sniper a déjà abattu 7 personnes en Virginie et dans le Maryland. La population commence à paniquer. Les enquêteurs ont peu d'indices. Ils se tournent donc vers de nouvelles techniques d'investigation. Depuis des années, la police fait appel à différentes disciplines de la science, physique, chimie, biologie, ce que l'on appelle les sciences exactes. Mais de plus en plus, de nouvelles techniques se développent, basées sur les sciences humaines et sociales, psychologie, criminologie, sociologie. La police demande son aide à Kim Rosmo. Cet ancien enquêteur canadien a inventé un programme informatique qui va lui permettre d'établir un profil géographique du tireur. Dans les enquêtes sur les crimes en série et les crimes isolés, les enquêteurs ont trop d'informations à traiter. Il y a trop de suspects, trop de pistes à suivre. Parfois, ils ont des listes longues de centaines ou de milliers de données. C'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Les informations sont là, mais par où commencer? Kim Rosmo a constaté que les criminels agissent souvent dans un même rayon autour de chez eux. Il entre donc les coordonnées géographiques de tous les meurtres dans son programme. Celui-ci intègre déjà les données de plusieurs milliers d'autres affaires. Les criminels ont tendance à faire le moins d'efforts possible, mais ils savent aussi qu'ils ne doivent pas agir trop près de chez eux. C'est pour cette raison qu'il y a une sorte de zone tampon. Généralement, ils agissent au-delà de cette zone, là où ils se sentent encore en sécurité tout en restant anonymes. Le programme détermine la zone où est susceptible d'habiter le criminel. L'ordinateur effectue un grand nombre de calculs, parfois jusqu'à 1 million, et ensuite il génère pour nous ce qu'on appelle la zone de danger. Il s'agit d'une représentation spatiale en 3 dimensions de son lieu de résidence le plus probable. Les scènes de crime sont en jaune ou vert. Les zones où habite probablement le sniper apparaissent en rouge ou orange. La police demande également au FBI d'établir un profil psychologique du tireur. Pour établir le portrait psychologique d'un tueur,
les experts étudient les cas d'individus ayant déjà commis des crimes, en s'appuyant sur leurs points communs. Une technique qui peut s'avérer très utile, mais qui a aussi ses limites. Pour les profilers, le tueur en série est le plus souvent un homme blanc, entre 20 et 30 ans. Il a fait des études supérieures et il est généralement divorcé. Un profil ne suffit pas pour résoudre une affaire. L'enquête aboutit grâce à des preuves matérielles, un témoin ou des aveux. La science est un atout. Elle est d'une aide précieuse. Mais rien ne peut remplacer le fait d'aller sur le terrain, de parler aux gens et de les interroger. La seule chose dont les enquêteurs soient sûrs, c'est que le ou les tueurs suivent les informations. C'est fréquent qu'ils suivent ce qu'on dit sur eux dans les médias. Souvent, ils vont même jusqu'à s'immiscer dans l'enquête. D'une certaine manière, on peut dire que ça alimente leur ego. Il a donc certainement entendu le chef de la police du comté de Montgomery assurer que les enfants ne craignaient rien. Les autorités déclarent que demain sera une journée d'école normale. Le 7 octobre, le sniper blesse un élève de 5e devant son école. Les parents commencent alors à craindre pour la sécurité de leurs enfants. Je suis content que mon père soit venu me chercher. Il est soulagé parce que je suis venu le chercher. Toutes les victimes étaient innocentes et sans défense. Mais maintenant, nous allons prendre des mesures draconiennes. Parce que nos enfants ne méritent pas ça. La police aux abois fait appel à 2 experts, un profiler du FBI et un spécialiste canadien du profilage géographique. Des études menées dans les années 1960 par des agents du FBI auprès de tueurs multirécidivistes purgeant des peines de prison à vie ont permis de dresser le profil type du tueur en série. Alors, dans la plupart des cas, il s'agit d'un homme de race blanche, âgé de 20 à 40 ans. Célibataire ou divorcé, il présente naturellement de graves troubles de la personnalité. Sur la base de statistiques, les profilers établissent le portrait psychologique et comportemental des tueurs recherchés. Aux États-Unis, les profilers sont des policiers fédéraux généralement diplômés en psychologie, en droit criminel et en criminologie. Le profilage géographique est une méthode d'enquête criminelle qui analyse les lieux dans lesquels un tueur en série a frappé ses victimes. Sachant que ce dernier considère comme une zone de sécurité le quartier où il réside, il aura le réflexe de ne pas s'en éloigner pour sévir une nouvelle fois, même s'il a conscience du danger que cela représente pour lui. Alors le mariage de ces 2 techniques va-t-il porter ses fruits ? À moins que de nouveaux indices ne viennent apporter du grain à moudre aux enquêteurs. Dans une zone boisée située à 130 mètres de l'école, la police découvre un capuchon de stylo, une douille et une carte de tarot. Le genre de carte utilisée pour dire la bonne aventure. La douille est de calibre 223, un modèle de balle très répandu qui aurait pu être tiré avec presque n'importe quel fusil. Le sniper a laissé la carte de la mort, sur laquelle il a écrit « Cher policier, je suis Dieu ». Dans les jours qui suivent, 3 autres personnes sont abattues. Dean Meyers, 33 ans, est abattu dans une station-service près de Manassas, en Virginie. Plus tard, à Fredericksburg, dans une autre station-service, c'est au tour de Kenneth Bridges d'être touché. Un policier se trouvait à 45 mètres de lui. Une analyste du FBI, Linda Franklin, est tuée sur un parking. D'autres témoins ont vu une camionnette blanche à proximité des scènes de crime. I've ordered the full resources of the federal government to help local law enforcement officials in their efforts to capture this person. Le gouvernement utilise alors un avion de surveillance militaire très sophistiqué. L'appareil est capable de détecter l'éclair qui jaillit d'un fusil quand un coup de feu est tiré, mais sans succès.
Le sniper choisit la victime suivante en dehors de son périmètre habituel. Il blesse un homme devant un restaurant à Ashland, en Virginie, à 150 km de Washington. Il est prêt à changer de mode opératoire et il suit l'affaire dans les médias, ce qui veut dire qu'il est prudent, qu'il prend des notes et qu'il fait une reconnaissance des lieux. Dans les bois situés près du restaurant, le tueur a laissé un autre avertissement inquiétant. Après avoir fait une 12e victime, le sniper a laissé une lettre et une douille dans un sac plastique. Dans la lettre, il exige que 10 millions de dollars soient transférés sur un compte appartenant à un conducteur de bus en Arizona, dont le portefeuille a été volé avant les assassinats. Après 10-12 tirs, il réclame de l'argent. Je pense que ça, c'est une idée qui lui est venue après. Dans sa tête, il se dit « Je suis le maître du monde. J'ai pouvoir de vie ou de mort sur n'importe qui. Alors pourquoi ne pas demander 10 millions de dollars? Et pourquoi ne pas demander 1 milliard tant que j'y suis ?» La plupart du temps, ce qui perd les criminels, c'est leur narcissisme. Ils ne savent pas s'arrêter, ils en veulent toujours plus. Et ils finissent par commettre une erreur. Souvent, ils deviennent trop sûrs d'eux. La lettre comporte de nombreuses fautes de grammaire et d'orthographe, mais surtout, son auteur dit « nous », ce qui indique qu'il n'agit pas seul. Il avertit les autorités que s'il n'obtient pas ce qu'il a demandé, il y aura d'autres victimes. Le lendemain matin, Conrad Johnson, 35 ans, est abattu alors qu'il descend du bus. Un message identique au précédent est découvert dans une zone boisée, située près de la scène de crime. Une ligne téléphonique spéciale a été mise en place pour le public. Par ce biais, le sniper essaie plusieurs fois de contacter les enquêteurs. La plupart de ces messages commencent par « Appelez-moi Dieu ». Mais il va finir par commettre une erreur. Il téléphone à un prêtre catholique d'Ashland, en Virginie. Il lui demande l'absolution pour avoir abattu toutes ces personnes. Et il mentionne aussi le meurtre qu'il a commis à Montgomery, en Alabama. Justement, la police de Montgomery a une affaire de meurtre non élucidée. Un mois auparavant, on a tiré sur 2 employés d'un magasin au moment de la fermeture. L'un des 2 est mort. Kelly Adams a survécu, mais elle n'a pas vu le tireur. J'ai failli mourir. Je ne tiens plus rien pour acquis maintenant. Des témoins ont vu un des suspects jeter un magazine en s'enfuyant de la scène de crime. Les experts scientifiques vont donc rechercher des empreintes sur le magazine. Pour ce faire, ils utilisent plusieurs techniques. Ils se servent d'abord d'une poudre magnétique et d'un agent chimique, la ninhydrine. Ils procèdent aussi à la fumigation à la superglue. Dans une chambre hermétique, ils déposent le magazine et une petite dose de colle qui est ensuite chauffée jusqu'à ce qu'elle s'évapore. Les vapeurs de colle vont alors se fixer sur les résidus d'empreintes latentes. Ces techniques permettent d'obtenir plusieurs empreintes exploitables que les autorités scannent dans un programme informatique, l'AFIS. AFIS est un acronyme pour Système de reconnaissance automatique des empreintes digitales. C'est un programme qui va en fait scanner un échantillon d'empreintes latentes. L'ordinateur effectue des millions de comparaisons à partir des nombreuses bases de données du gouvernement. Pour faire la même opération, un être humain mettrait des années. Dans la base de données des services de l'immigration, les enquêteurs obtiennent une correspondance. Les techniques de prélèvement d'empreintes digitales n'ont pas cessé de se perfectionner. Au début du XXe siècle, seules les empreintes imprimées sur une surface lisse et sèche étaient exploitables grâce à l'emploi de poudre minérale ou organique. Mais avec l'emploi de techniques et de produits plus élaborés, les experts sont aujourd'hui capables de recueillir des traces papillaires sur toutes sortes de supports. Dans notre enquête, les experts sont parvenus à détecter une empreinte digitale sur la couverture d'un magazine abandonné en Alabama après une tentative de double meurtre. L'auteur de l'agression pourrait-il être le tueur en série? Et contre toute attente, l'empreinte livre son secret. Les empreintes présentes sur le magazine appartiennent à Lee Boyd Malvo. Il a 17 ans et il est originaire de la Jamaïque. La police apprendra plus tard que son surnom est Sniper.
C'est un ancien petit ami de sa mère qui l'a surnommé ainsi, un certain John Muhammad, 41 ans. Malvo et Muhammad ont vécu dans cette maison à Tacoma, dans l'État de Washington. Les voisins disent qu'ils entendaient souvent des coups de feu dans le jardin derrière la maison. Lee Boyd Malvo et John Muhammad sont désormais les suspects numéro 1. Mais où se cachent-ils? Et la police pourra-t-elle les trouver avant qu'ils ne frappent à nouveau? Un appel du tueur, des empreintes sur un magazine et des analyses balistiques ont conduit la police jusqu'à 2 suspects. Lee Boyd Malvo, 17 ans, et John Muhammad, 41 ans. Une vérification dans le fichier des immatriculations révèle que Muhammad possède une Chevrolet Caprice de 1990, immatriculée dans le New Jersey. L'information est relayée par les médias. Nous demandons à toute personne de nous appeler si elle détient des informations concernant l'endroit où se trouve Muhammad ou qui nous permettraient de le localiser. Quelques heures plus tard, un chauffeur de taxi remarque sa voiture sur une aire d'autoroute. Les 2 suspects sont arrêtés sans incident. Ils dormaient dans la voiture. Dans le coffre, la police trouve un fusil semi-automatique Bushmaster avec un trépied et une lunette. Dans la voiture se trouve aussi un ordinateur portable et un GPS. Les satellites permettent de localiser en temps réel les véhicules équipés de GPS et fournissent une carte des environs. C'est ce qui a permis aux suspects de s'enfuir rapidement. Dans l'ordinateur, les enquêteurs découvrent des brouillons de lettres, semblables aux précédents messages laissés par les snipers. De plus, il y a les itinéraires pour se rendre aux endroits où les tirs ont eu lieu. Certains sont marqués par des têtes de mort. Les enquêteurs trouvent aussi une liste intitulée « Personnes qui mourront plus tard ». Elle contient entre autres le nom d'un prêtre vivant à Ashland en Virginie et celui d'un animateur de radio local. Le fusil de Muhammad est envoyé à l'ATF, l'Agence fédérale américaine de contrôle des alcools, du tabac et des armes à feu. Elle va être examinée par Walter Dandridge. Les enquêteurs voulaient les résultats tout de suite. Les rainures à l'intérieur du canon du fusil correspondent aux microtraces sur les fragments de balles prélevés sur les victimes. Les résultats des analyses scientifiques ont déterminé que l'arme saisie dans le véhicule occupé par John Muhammad est sans l'ombre d'un doute l'arme du crime. La seule empreinte qui se trouve sur le fusil appartient à Lee Boyd Malvo. Cependant, l'ADN des 2 suspects est recueilli sur la lunette du fusil. L'empreinte génétique de Malvo se trouve aussi sur le capuchon du stylo retrouvé près de l'école où un élève a été blessé. Et l'ADN de Muhammad est découvert sur le sac plastique contenant la lettre trouvée à Ashland, en Virginie. La voiture des 2 snipers a été spécialement aménagée pour dissimuler leurs méfaits. Pour comprendre comment ils ont procédé, les experts scientifiques se procurent un véhicule identique. Ils modifient le coffre et la banquette arrière de la même façon que la voiture des suspects. Il y avait un trou de 10 cm de diamètre découpé dans le coffre et une partie de la banquette arrière avait été enlevée. D'après la démonstration, un tireur pouvait aisément entrer dans le coffre et tirer à travers le trou. Voici ce que l'on voit en regardant à travers la lunette du fusil. De l'extérieur, le sniper est invisible et le conducteur peut quitter les lieux en quelques secondes. Même un policier se tenant à proximité de la voiture ne pouvait rien soupçonner. Et les éclairs sortant du canon ne pouvaient pas être détectés par la surveillance aérienne. Le profil géographique suggérait que le sniper vivait près du premier groupe de victimes. D'une certaine manière, c'était le cas. Les suspects vivaient dans leur voiture, qu'ils avaient aménagée en véritable bunker, ce qui leur permettait à la fois d'agir près de chez eux et de rester anonymes. Mais une question reste sans réponse. Pourquoi cette folie meurtrière? Ils avaient forcément un mobile. On ne tue pas des gens comme ça sans raison. L'ex-femme de Muhammad pense avoir la réponse. Selon elle, toutes ces exécutions n'avaient qu'un seul objectif,
permettre à Muhammad de la tuer tout en faisant croire qu'elle était une énième victime choisie au hasard par le sniper. L'ex-femme de Muhammad vit dans le Maryland, tout près de la zone que le profil géographique avait définie comme le lieu de résidence le plus probable du tireur. Les preuves scientifiques sont capitales pour poursuivre quelqu'un en justice. On n'arrête pas un criminel avec un profil ou en allant voir un voyant. Pour résoudre une affaire, il faut un travail d'enquête rigoureux. John Muhammad et Lee Boyd Malvo sont inculpés de meurtre avec circonstances aggravantes. Muhammad est également accusé de complot en vue de commettre un meurtre et d'infraction à la législation sur les armes. Il est condamné à mort. Malvo est condamné à la prison à vie. Dans les procès, on aime de plus en plus avoir des preuves matérielles, des preuves scientifiques. Et les analyses balistiques en particulier fournissent de très bons éléments de preuve. Parce que quand une balle correspond effectivement à une arme, c'est une preuve irréfutable. Et ça permet de confondre le coupable. John Muhammad, de son vrai nom John Williams, a été exécuté par injection létale en 2009, après avoir croupé 7 ans dans le couloir de la mort. Cet ancien sergent, ayant combattu dans les forces américaines lors de la première guerre du Golfe, s'était converti à l'islam dès son retour d'Irak. D'après Lee Boyd Malvo, son complice, Muhammad aurait perpétré ce massacre dans le but d'extorquer 10 millions de dollars à l'État fédéral afin de créer au Canada un refuge pour enfants sans abri et un camp d'entraînement pour des mercenaires djihadistes. Lee Boyd Malvo, mineur au moment des faits, a quant à lui échappé à la peine capitale. Il a été condamné à la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Sachez encore, pour clore cette sinistre affaire, que le meurtre en série semble être l'apanage des États-Unis. En effet, bien que ne représentant que 5% de la population mondiale, ce pays recense à lui seul 80% des meurtriers multirécidivistes. Et l'État le plus affecté par ce phénomène, c'est l'État de Californie. La seconde affaire au menu de cette émission va nous initier aux arcanes de l'expertise médico-légale. Nous verrons comment, à partir d'un événement dramatique, deux spécialistes peuvent proposer des interprétations totalement contradictoires d'une même réalité, c'est-à-dire meurtre ou accident, coupable ou innocent. La vie et l'honneur d'une femme sont en jeu. Thèse et antithèse s'entrechoquent et déstabilisent les membres du jury. Mais ce processus, qui est l'un des fondements de la justice, n'aurait rien de choquant s'il n'était dans notre affaire entaché d'un conflit d'intérêts. La ville d'Omega en Géorgie se résume à son unique rue principale. La petite bourgade est entourée de fermes et de champs de coton. Le 18 août 1996, un homme aperçoit sur le bord d'une petite route de campagne une femme paniquée qui appelle à l'aide. Elle s'appelle Sheila Bryan. Le monsieur est sorti de sa voiture et il m'a demandé ce qui se passait. Je lui ai dit, je crois que la voiture a pris feu et ma mère est coincée à l'intérieur. La voiture est dans un fossé et la mère de Sheila, 82 ans, est effectivement coincée à l'intérieur. Depuis le bord de la route, on peut voir de la fumée s'échapper de la voiture. L'homme se précipite dans une maison située non loin de là pour appeler les secours. Mais le temps qu'ils arrivent, le feu s'est intensifié. Lorsque les pompiers parviennent enfin à maîtriser l'incendie, ils trouvent le corps sans vie de Freda Weeks dans la voiture. Elle est restée prisonnière des flammes. Je me rappelle que j'ai eu la nausée. Je me suis mise à vomir. Et après, je me souviens juste qu'il y avait plein de monde autour de moi.
Sheila raconte à la police qu'elle et sa mère se rendaient au cimetière pour se recueillir sur la tombe de son père. Elle a eu un moment d'inattention et la voiture est sortie de la route juste avant le pont. Il y avait un fossé à pic de 9 mètres sur le bas-côté. Quand on est arrivé en bas, il y a eu un gros choc. J'ai essayé d'éteindre le moteur, mais je n'y arrivais pas. Quand j'ai fini par réussir à couper le moteur, les clés sont tombées par terre. Elles m'ont échappé des mains et elles sont tombées. Je n'arrêtais pas de lui dire « J'arrive, je reviens ». Sheila se précipite du côté passager pour essayer d'ouvrir la portière, mais elle est bloquée. Je vais chercher de l'aide. Sheila raconte qu'elle est ensuite remontée sur le bord de la route pour chercher de l'aide. En regardant dans le ravin, elle a vu de la fumée s'échapper de la voiture. Mais quand les enquêteurs arrivent sur place, ils remarquent que certains éléments ne collent pas avec cette version des faits. La voiture avait glissé sur 18 mètres sur le bas-côté. Puis elle avait fait une embardée à droite et elle avait dévalé un talus de presque 9 mètres pour finir sa course perpendiculairement à la route, dans le fossé. Mais il n'y avait aucune trace de dérapage. Il n'y avait aucune trace de pneu qui pouvait laisser penser que le véhicule avait fait un brusque changement de direction. De plus, l'avant de la voiture ne semble pas accidenté. Il n'y avait aucune rayure sur le pare-choc, ni sur le châssis. La partie en plastique sous le pare-choc était intacte. Bref, tout indiquait que la voiture avait descendu le talus tout doucement. Autre fait troublant, le cache du réservoir d'essence est ouvert et le bouchon a disparu. Aucune autopsie n'est pratiquée sur le corps de Freda Weeks, mais les résultats des analyses toxicologiques sont étonnants. Dans la plupart des cas de décès par inhalation de fumée, les victimes présentent un taux de carbone dans le sang compris entre 45 et 85%. Il n'y avait pas de monoxyde de carbone dans le sang de la victime, ce qui voulait dire qu'elle était déjà morte quand le feu s'est déclenché. Si Freda Weeks était déjà décédée quand la voiture a pris feu, de quoi est-elle morte? Sheila Bryan a-t-elle maquillé le meurtre de sa mère en accident? A-t-elle simulé une perte de contrôle du véhicule? Puis l'a-t-elle incendié volontairement à l'aide d'un accélérateur de combustion afin que sa mère périsse dans les flammes? C'est ce que vont tenter de déterminer experts et enquêteurs. Une première analyse du véhicule carbonisé plaide en faveur de l'homicide. En effet, aucune trace de dérapage ou de freinage n'est visible sur la chaussée. Il n'y a aucune marque d'impact sur le pare-choc et le châssis. Le bouchon du réservoir d'essence a disparu. Et Sheila prétend qu'elle a été dans l'incapacité de retirer la clé de contact du tableau de bord et de déverrouiller la portière côté passager. Plus troublant encore, après examen toxicologique, il s'avère que sa mère n'a pas succombé à une inhalation de gaz carbonique, mais qu'elle était déjà morte quand la voiture a basculé dans le fossé. Le bureau du shérif fait appel à des experts indépendants pour déterminer les causes de l'accident qui a coûté la vie à Freda Weeks. Le moteur et le pot d'échappement n'ont pas été très endommagés par l'incendie. En revanche, le côté passager a complètement brûlé. Les enquêteurs trouvent des traces de combustion caractéristiques, suggérant l'utilisation d'un produit inflammable au pied du siège passager. Ils supposent donc que l'incendie est parti de là. Il y avait des traces de brûlure à l'extérieur de la porte côté passager, ce qui pouvait vouloir dire que la portière était restée ouverte pendant que la voiture brûlait. Les débris retrouvés à l'intérieur du véhicule sont envoyés au laboratoire, mais les analyses ne révèlent aucune trace de produit inflammable. Ça peut arriver, surtout quand les pompiers arrivent rapidement sur les lieux et maîtrisent l'incendie en déversant une importante quantité d'eau. Les seuls objets retrouvés dans la voiture sont un portefeuille et un marteau arrache-clous carbonisé. Les enquêteurs se demandent si ce marteau ne pourrait pas être l'arme du crime. Pour en avoir le cœur net, ils décident de faire exhumer le corps de Freda Weeks.
C'est à ce moment-là que j'ai appris qu'il soupçonnait un incendie volontaire. J'en suis restée bouche bée. Je n'arrivais pas à croire qu'il puisse penser une chose pareille. Les enquêteurs s'intéressent également au mari de Sheila. Monsieur Bryan s'est énervé. Il nous a dit « Faites ce que vous avez à faire, et vite !» Parce qu'il y a 100 000 $ à la clé. L'assurance ne nous versera rien tant que l'enquête ne sera pas terminée. Le mari de Sheila pense que la garantie responsabilité civile de son assurance auto va lui permettre de toucher une indemnisation de 100 000 $ pour la mort de Freda. Le montant de l'assurance correspondait à ce qu'il nous avait dit ce jour-là. L'autopsie ne révèle aucune blessure qui aurait pu être causée par un marteau. À sa grande surprise, le médecin légiste ne trouve aucune trace de suie dans les poumons ou les voies nasales de Freda, ce qui est normalement le cas lorsque quelqu'un inhale de la fumée. En revanche, il découvre que la vieille dame souffrait d'une insuffisance coronarienne. Il en conclut donc qu'elle est probablement morte d'un arrêt cardiaque. D'après le docteur Clark, elle était probablement encore en vie quand la voiture a pris feu. Elle avait dû halter une ou deux fois après le début de l'incendie et mourir juste après. Pour le médecin légiste, il ne s'agit pas d'un homicide. Deux hypothèses se présentent aux policiers. Soit Sheila Bryan a attenté au jour de sa mère dans le but de percevoir une indemnité de 100 000 $ que pourrait lui verser sa compagnie d'assurance automobile, soit sa version des faits est véridique et sa mère, âgée de 82 ans, a succombé à une crise cardiaque. Après exhumation du corps et autopsie, le médecin légiste constate qu'effectivement Freda Wex souffrait d'une insuffisance coronarienne qui avait pu lui être fatale. Dans ce cas, elle serait décédée juste avant ou pendant l'accident et sa fille ne serait aucunement impliquée dans sa mort. Mais, aussi étonnant que ce soit, ce pronostic ne convainc pas le magistrat chargé de l'affaire. Pourtant, le procureur est persuadé que Sheila a délibérément mis le feu à la voiture. Il l'inculpe d'incendie volontaire et de meurtre. Elle plaide non coupable. Lors de son procès, le procureur avance que Sheila a tué sa mère et maquillé son meurtre en accident pour toucher une indemnisation de son assurance auto. Je leur ai dit, mais c'est ridicule, la garantie responsabilité civile est obligatoire pour pouvoir conduire une voiture. Sans compter que de toute façon, je n'aurais jamais touché aucune indemnisation. Le procureur sait très bien que l'assurance n'aurait jamais rien versé à Sheila pour la mort de sa mère. Mais il pense qu'au moment des faits, son mari et elle ne le savaient pas. Pour appuyer sa théorie, il rappelle aux jurés ce qu'a déclaré le mari de Sheila aux enquêteurs. La théorie de l'accusation était qu'ils avaient fait ça pour toucher l'argent de l'assurance. Et ce qui leur a fait penser ça, c'est ce que M. Bryan a dit aux enquêteurs. Il leur a dit qu'il voulait toucher cet argent. D'ailleurs, ils avaient engagé un avocat pour réclamer cet argent à l'assurance. Lors de son procès, Sheila assure elle-même sa défense. Mais lorsqu'elle témoigne à la barre, elle donne une version des faits légèrement différente de celle qu'elle a donnée juste après l'accident. À la barre, elle a déclaré qu'elle avait réussi à stopper la voiture sur le bas-côté et qu'elle avait vacillé sur le bord du talus. J'étais assise, j'ai dit à ma mère que j'allais essayer de sortir. J'ai ouvert la portière, j'avais encore ma ceinture. La portière s'est brusquement refermée sur mon bras. Et c'est là que la voiture est tombée dans le ravin. Ce qui n'avait rien à voir avec ce qu'elle avait dit après l'accident. Au moment des faits, Sheila a prétendu que sa mère allait très bien quand elle est partie chercher de l'aide. Mais devant les jurés, elle affirme qu'elle était inconsciente. J'ai dit à ma mère, « Maman, je reviens tout de suite. » Mais elle n'a pas répondu. Je pensais qu'elle s'était évanouie. Une fois à la barre, elle a donné une toute autre version des faits. Et je pense que ça a interpellé les jurés. Mais je crois que c'est l'expertise sur les traces de brûlure qui a été déterminante. D'après les experts, ces traces de brûlure sont consécutives à l'utilisation d'un produit inflammable.
Le jury déclare Sheila Bryan coupable d'incendie volontaire et de meurtre. Elle est condamnée à la prison à vie. Je n'arrivais pas à y croire. Je me suis dit pourquoi? Mais pourquoi ça m'arrive à moi? Je ne comprends pas. J'ai même été jusqu'à regarder s'il n'y avait pas un clou rouillé pour me couper les veines. Je ne voulais pas que mes enfants aient à subir ça toute leur vie. Et puis tout à coup, je me suis dit, Seigneur, si je suis là pour aider quelqu'un, alors montre-moi le chemin. Dis-moi ce que tu veux que je fasse. Et après ça, je me suis sentie en paix. Les amis de Sheila et les gens qui la soutiennent sont persuadés de son innocence. Ils collectent des fonds pour refaire examiner les preuves par un expert indépendant. Le spécialiste qu'ils finissent par engager remet en question bon nombre des expertises menées habituellement en cas d'incendie volontaire. Il s'agit du docteur Gerald Hurst. Cette femme était très proche de sa mère. Des tas de gens peuvent en témoigner. D'après l'accusation, elle l'avait tuée parce que celle-ci se faisait vieille, qu'elle était incontinente et qu'elle commençait à devenir encombrante. Ça ne colle pas. De toute évidence, cette affaire divisait l'opinion publique dans toute la région. Pour certains, elle était coupable, d'autres pensaient qu'elle était innocente. Après la condamnation de Sheila, ses amis et ses proches engagent le docteur Gerald Hurst pour effectuer une contre-expertise et prouver qu'elle n'a pas tué sa mère. J'ai étudié les premiers rapports d'expertise ainsi que l'intégralité du dossier à charge des enquêteurs et aussi les dépositions de tous les témoins. Et j'ai trouvé que l'accusation n'avait pas creusé autant qu'elle l'aurait voulu. À l'époque, Sheila possédait une Ford. Or, le docteur Hurst et son confrère, Chris Bloom, ne tardent pas à découvrir que d'autres cas d'incendie douteux ont déjà été répertoriés sur ce modèle de voiture. Le problème vient du système de démarrage, un petit boîtier abritant un circuit électrique situé dans la colonne de direction. Lorsque l'on tourne la clé dans le contacteur, un contact électrique se produit et démarre le moteur, ainsi que le système électrique de la voiture. La centrale de démarrage est une toute petite pièce à laquelle on ne pense jamais. Et pourtant, elle serait à l'origine d'au moins 8000 cas d'incendie. La majorité de ces voitures ont pris feu alors qu'elles étaient stationnées dans un garage ou dans un parking. Mais certains incendies se sont aussi déclenchés lorsque la voiture était en marche. En 1996, Ford procède à l'un des plus grands rappels de l'histoire de l'automobile. Les fils du système de démarrage sont constamment parcourus par de l'électricité. Ces fils sont séparés les uns des autres par un boîtier en plastique. Mais il arrive que l'accumulation de carbone provoque une étincelle. Ça crée un arc électrique là où ce n'est pas prévu, ce qui provoque une surchauffe. Et sous l'effet de cette surchauffe, les matières combustibles comme le plastique s'enflamment. Le docteur Hurst et Chris Bloom font une autre découverte intéressante. À l'époque, la commission d'enquête qui a confirmé le défaut du système de démarrage était présidée par Ralph Newell. Or, M. Newell est aussi expert en incendie et il a témoigné pour l'accusation lors du procès de Sheila Bryan. Je ne dis pas qu'il a mal fait son travail, je dis juste que son expertise ne pouvait pas être très objective. Je crois que son poste chez Ford lui rapportait dans les 150 000 $ par an, du moins, c'est ce qu'il a gagné cette année-là. Et il avait touché pas mal aussi les autres années, en travaillant chez Ford. Ce qui m'a frappé, c'est que personne n'a parlé du système de démarrage dans cette affaire. Personne n'est venu dire « j'ai examiné le système de démarrage » et il n'y avait aucun problème. Ce n'est pas ce qui a provoqué l'incendie. Ils n'en ont même carrément pas parlé. Pourtant, ce défaut du système de démarrage aurait dû attirer l'attention des experts, puisque Sheila a déclaré à la police qu'elle n'avait justement pas réussi à retirer ses clés du contact. Après sa sortie de route, Madame Bryan a essayé de retirer les clés du contact, mais elle n'a pas réussi. Ce qui indiquait qu'il y avait un problème au niveau du barillet de contact ou du système de démarrage. La voiture de Sheila était une Ford Cougar de 1987. Mais Ford n'a rappelé que les voitures fabriquées en 1988.
Chris Bloom et le Dr Hurst pensent pourtant que la voiture de Sheila présentait le même défaut du système de démarrage. Voici la centrale de démarrage d'une Ford Escort 1988. Ce qu'il faut regarder, c'est le numéro de modèle qui est ici. Or, quand on retire le câblage de la Cougar 1987 et qu'on regarde, on s'aperçoit que c'est le même numéro de série. Vous l'avez constaté. Une information capitale a été versée au dossier de la défense de Sheila Bryan. En effet, sa voiture, une Ford Cougar de 1987, faisait partie d'un lot défectueux, le système d'allumage créant un arc électrique pouvant dans certains cas incendier la voiture. Ce défaut de fabrication entraînera d'ailleurs, quelques mois plus tard, le rappel de près de 8 millions de véhicules. Mais cette information sera-t-elle suffisante pour convaincre un nouveau jury de l'innocence de Sheila Bryan? Et un juge sera-t-il prêt à annuler le verdict précédent et à prononcer un non-lieu? Car une énigme de taille n'a toujours pas été résolue. Comment expliquer les traces de brûlure à l'intérieur de la voiture? Proviennent-elles, comme le prétend l'accusation, de l'emploi d'un produit inflammable? Mise provisoirement en liberté conditionnelle, Sheila Bryan assiste au duel que se livrent les experts des deux parties, une épée de Damoclès suspendue au-dessus de sa tête. Ce boîtier de la colonne de direction et ce tapis de voiture proviennent d'un véhicule du même modèle et de la même année que celui de Sheila. Le Dr Hurst pense que le système de démarrage situé à l'intérieur de la colonne de direction s'est mis à surchauffer. Le boîtier s'est alors enflammé et a fondu au-dessus du tapis, laissant des gouttes semblables à celles d'un produit inflammable. Si ce phénomène survient dans une voiture, le plastique fondu incandescent goutte aussi sur le siège qui contient de la mousse de polyuréthane. Or, c'est un produit très inflammable, donc tout l'intérieur de l'habitacle prend feu. Quand l'habitacle brûle, on a du plastique inflammable qui fond et goutte un peu partout. Et ce plastique devient du même coup un produit accélérant. Hurst précise que le plastique fondu des sièges, des portes et du tableau de bord a pu s'écouler à 2 endroits sous la portière par un interstice dans le joint en caoutchouc. Ce n'est pas un produit inflammable qui a provoqué ces traces. Je suis à peu près sûr que c'est le plastique fondu. Mais le plus important, c'est que le procureur et toute son armée d'experts n'ont pas été capables d'obtenir la même chose, même avec de l'essence. Les experts auraient dû parler de ce problème au jury. Je veux dire, on connaissait l'existence de ce défaut. Les cas d'incendie étaient rares, mais il y en avait quand même eu. Après 10 mois de prison, la Cour d'appel de Géorgie décide à l'unanimité de casser la condamnation de Sheila. La Cour déclare que la théorie selon laquelle Sheila aurait tué sa mère pour toucher l'assurance est abusive et que le lien avec l'accident est pour le moins ténu. Je me suis mise à genoux et j'ai remercié Dieu parce que normalement ce genre de choses n'arrive jamais. Normalement, je n'avais aucune chance d'obtenir un appel en aussi peu de temps. Les gens attendent des années et des années pour être jugés en appel. Donc, j'ai vraiment eu beaucoup de chance. Lorsque Sheila sort de prison, une surprise de taille l'attend. Le procureur de l'État de Géorgie l'informe qu'elle sera rejugée pour les mêmes chefs d'inculpation. L'affaire ayant été extrêmement médiatisée, ce second procès aura lieu dans le comté voisin de Thomas. Bien entendu, le procès se résumait à une bataille d'experts. Mais quel expert saura convaincre le jury? Converse Bright est le nouvel avocat de la défense chargé de représenter Sheila Bryan lors de son second procès. La victime ne présentait aucun trauma. Les analyses de sang et l'autopsie avaient prouvé que cette femme était morte avant que le feu ne se déclare, très certainement d'un arrêt cardiaque. Si le jury acceptait cette théorie, l'affaire s'arrêtait là.
Mais l'accusation tente une nouvelle fois de démontrer que Sheila a volontairement mis le feu à sa voiture en utilisant un liquide inflammable. Si produit inflammable il y avait, soit il venait du réservoir, soit elle l'avait amené avec elle. Or, ils n'ont trouvé aucun jerrycan ou aucun ustensile qui aurait pu lui servir pour siphonner le réservoir. Cette fois, la défense s'appuie sur l'expertise du docteur Hurst pour expliquer les causes de l'incendie. Dans des affaires comme celle-ci, l'expert a plusieurs fonctions. Il témoigne et donne son avis en tant qu'expert. Mais il peut aussi effectuer une contre-expertise qui va démontrer les failles et les manquements de la théorie avancée par la partie adverse. Ralph Newell, le principal expert de l'accusation qui avait témoigné lors du premier procès, admet qu'il était bien à la tête de la commission spéciale diligentée par Ford pour enquêter sur le défaut de démarrage de certains de ses modèles. Mais s'il a effectivement examiné la pièce concernée, il maintient qu'elle n'est pas à l'origine de l'incendie. Il reconnaît cependant que son rapport ne fait pas mention de cette expertise du système de démarrage. Ne pouvant plus s'appuyer sur le mobile de l'assurance, l'accusation avance que Sheila voulait se débarrasser de sa mère car elle était devenue trop encombrante. C'était une famille très unie. Tous ceux qu'on a interrogés nous ont dit la même chose. Après 4 jours de procès, le jury délibère. Moins de 3 heures plus tard, le verdict tombe. Non coupable. Je me suis dit, merci mon Dieu. On peut considérer que cette affaire est une parfaite démonstration des failles du système, puisqu'elle a quand même fait 10 mois de prison alors qu'elle était innocente. Ou alors on peut considérer qu'elle a prouvé que le système était efficace dans le sens où il a été capable de corriger son erreur. 2 procès pour 2 verdicts totalement différents. Après cette affaire, rien ne sera plus jamais pareil dans la petite ville d'Omega. Innocente, coupable, on a beaucoup débattu là-dessus avant même l'ouverture du procès. Et le débat a continué dans l'opinion même après sa condamnation et son incarcération. Encore aujourd'hui, ça continue. Mais aujourd'hui, Sheila Bryan est libre. Et elle sait qu'elle ne doit sa liberté qu'aux sciences médico-légales. Qu'est-ce qui a fait la différence? Le fait d'avoir un expert totalement crédible, qui croyait en ce qu'il faisait et à ce qu'il disait. Tout reposait sur les preuves médico-légales, que ce soit dans le domaine médical ou automobile. Toute cette affaire reposait sur les expertises médico-légales. Après avoir été humilié, accusé à tort, et avoir passé près d'1 an en prison, Sheila Bryan a été lavée de tout soupçon et réhabilitée. La conclusion heureuse de cette affaire est apportée au crédit de la justice américaine, capable de reconnaître une erreur de jugement et d'annuler un verdict. Elle jette également un nouvel éclairage sur les conflits d'intérêts que peuvent entraîner certains experts accrédités par les tribunaux. Car Ralph Newell était-il impartial en étant à la fois un expert salarié de la société Ford et en dissimulant au jury le fait que la voiture présentait un défaut de fabrication qui aurait pu disculper Sheila Bryan. À propos d'affaires de collusion, vous souvenez-vous sans doute du scandale qui avait éclaté il y a quelques années à Genève, au sein de l'Organisation mondiale de la santé. S'appuyant soi-disant sur des études cliniques, une équipe de médecins avait rédigé un rapport contestant les effets néfastes sur la santé que peut provoquer le tabagisme dit passif. Ce rapport ayant provoqué un tollé dans les milieux médicaux, un journaliste d'investigation avait enquêté sur les activités des membres de l'équipe. Conclusion, les médecins en question percevaient tous de confortables émoluments d'un grand cigarettier américain. Ainsi s'achève cette émission. Merci d'avoir suivi. Retrouvons-nous prochainement sur cette antenne pour un nouvel épisode des Enquêtes Impossibles. Dans un sac plastique. Dans la lettre, il exige que 10 millions de dollars soient transférés sur un compte appartenant à un conducteur de bus en Arizona,
dont le portefeuille a été volé avant les assassinats. Après 10-12 tirs, il réclame de l'argent. Je pense que ça, c'est une idée qui lui est venue après. Dans sa tête, il se dit « Je suis le maître du monde. J'ai pouvoir de vie ou de mort sur n'importe qui. Alors pourquoi ne pas demander 10 millions de dollars? Et pourquoi ne pas demander 1 milliard tant que j'y suis ?» La plupart du temps, ce qui perd les criminels, c'est leur narcissisme. Ils ne savent pas s'arrêter, ils en veulent toujours plus. Et ils finissent par commettre une erreur. Souvent, ils deviennent trop sûrs d'eux. La lettre comporte de nombreuses fautes de grammaire et d'orthographe, mais surtout, son auteur dit « nous », ce qui indique qu'il n'agit pas seul. Il avertit les autorités que s'il n'obtient pas ce qu'il a demandé, il y aura d'autres victimes. Le lendemain matin, Conrad Johnson, 35 ans, est abattu alors qu'il descend du bus. Un message identique au précédent est découvert dans une zone boisée, située près de la scène de crime. Une ligne téléphonique spéciale a été mise en place pour le public. Par ce biais, le sniper essaie plusieurs fois de contacter les enquêteurs. La plupart de ces messages commencent par « Appelez-moi Dieu ». Mais il va finir par commettre une erreur. Il téléphone à un prêtre catholique d'Ashland, en Virginie. Il lui demande l'absolution pour avoir abattu toutes ces personnes. Et il mentionne aussi le meurtre qu'il a commis à Montgomery, en Alabama. Justement, la police de Montgomery a une affaire de meurtre non élucidée. Un mois auparavant, on a tiré sur 2 employés d'un magasin au moment de la fermeture. L'un des 2 est mort. Kelly Adams a survécu, mais elle n'a pas vu le tireur. J'ai failli mourir. Je ne tiens plus rien pour acquis maintenant. Des témoins ont vu un des suspects jeter un magazine en s'enfuyant de la scène de crime. Les experts scientifiques vont donc rechercher des empreintes sur le magazine. Pour ce faire, ils utilisent plusieurs techniques. Ils se servent d'abord d'une poudre magnétique et d'un agent chimique, la ninhydrine. Ils procèdent aussi à la fumigation à la superglue. Dans une chambre hermétique, ils déposent le magazine et une petite dose de colle qui est ensuite chauffée jusqu'à ce qu'elle s'évapore. Les vapeurs de colle vont alors se fixer sur les résidus d'empreintes latentes. Ces techniques permettent d'obtenir plusieurs empreintes exploitables que les autorités scannent dans un programme informatique, l'AFIS. AFIS est un acronyme pour Système de reconnaissance automatique des empreintes digitales. Je rappelle que j'ai eu la nausée. Je me suis mise à vomir. Et après, je me souviens juste qu'il y avait plein de monde autour de moi. Sheila raconte à la police qu'elle et sa mère se rendaient au cimetière pour se recueillir sur la tombe de son père. Elle a eu un moment d'inattention et la voiture est sortie de la route juste avant le pont. Il y avait un fossé à pic de 9 mètres sur le bas-côté. Quand on est arrivé en bas, il y a eu un gros choc. J'ai essayé d'éteindre le moteur, mais je n'y arrivais pas. Quand j'ai fini par réussir à couper le moteur, les clés sont tombées par terre. Elles m'ont échappé des mains et elles sont tombées. Je n'arrêtais pas de lui dire « J'arrive, je reviens ». Sheila se précipite du côté passager pour essayer d'ouvrir la portière, mais elle est bloquée. Je vais chercher de l'aide. Sheila raconte qu'elle est ensuite remontée sur le bord de la route pour chercher de l'aide. En regardant dans le ravin, elle a vu de la fumée s'échapper de la voiture. Mais quand les enquêteurs arrivent sur place, ils remarquent que certains éléments ne collent pas avec cette version des faits. La voiture avait glissé sur 18 mètres sur le bas-côté. Puis elle avait fait une embardée à droite et elle avait dévalé un talus de presque 9 mètres pour finir sa course perpendiculairement à la route, dans le fossé. Mais il n'y avait aucune trace de dérapage. Il n'y avait aucune trace de pneu qui pouvait laisser penser que le véhicule avait fait un brusque changement de direction. De plus, l'avant de la voiture ne semble pas accidenté. Il n'y avait aucune rayure sur le pare-choc, ni sur le châssis. La partie en plastique sous le pare-choc était intacte. Bref, tout indiquait que la voiture avait descendu le talus tout doucement. Autre fait troublant, le cache du réservoir d'essence est ouvert et le bouchon a disparu.
Aucune autopsie n'est pratiquée sur le corps de Freda Weeks, mais les résultats des analyses toxicologiques sont étonnants. Dans la plupart des cas de décès par inhalation de fumée, les victimes présentent un taux de carbone dans le sang compris entre 45 et 85%. Il n'y avait pas de monoxyde de carbone dans le sang de la victime, ce qui voulait dire qu'elle était déjà morte quand le feu s'est déclenché. Si Freda Weeks était déjà décédée quand la voiture a pris feu, de quoi est-elle morte? Sheila Bryan a-t-elle maquillé le meurtre de sa mère en accident? A-t-elle simulé une perte de contrôle du véhicule? Puis l'a-t-elle incendié volontairement à l'aide d'un accélérateur de combustion afin que sa mère périsse dans les flammes? On peut aussi effectuer une contre-expertise qui va démontrer les failles et les manquements de la théorie avancée par la partie adverse. Ralph Newell, le principal expert de l'accusation qui avait témoigné lors du premier procès, admet qu'il était bien à la tête de la commission spéciale diligentée par Ford pour enquêter sur le défaut de démarrage de certains de ses modèles. Mais s'il a effectivement examiné la pièce concernée, il maintient qu'elle n'est pas à l'origine de l'incendie. Il reconnaît cependant que son rapport ne fait pas mention de cette expertise du système de démarrage. Ne pouvant plus s'appuyer sur le mobile de l'assurance, l'accusation avance que Sheila voulait se débarrasser de sa mère car elle était devenue trop encombrante. C'était une famille très unie. Tous ceux qu'on a interrogés nous ont dit la même chose. Après 4 jours de procès, le jury délibère. Moins de 3 heures plus tard, le verdict tombe. Non coupable. Je me suis dit, merci mon Dieu. On peut considérer que cette affaire est une parfaite démonstration des failles du système, puisqu'elle a quand même fait 10 mois de prison alors qu'elle était innocente. Ou alors on peut considérer qu'elle a prouvé que le système était efficace dans le sens où il a été capable de corriger son erreur. 2 procès pour 2 verdicts totalement différents. Après cette affaire, rien ne sera plus jamais pareil dans la petite ville d'Omega. Innocente, coupable, on a beaucoup débattu là-dessus avant même l'ouverture du procès. Et le débat a continué dans l'opinion même après sa condamnation et son incarcération. Encore aujourd'hui, ça continue. Mais aujourd'hui, Sheila Bryan est libre. Et elle sait qu'elle ne doit sa liberté qu'aux sciences médico-légales. Qu'est-ce qui a fait la différence? Le fait d'avoir un expert totalement crédible, qui croyait en ce qu'il faisait et à ce qu'il disait. Tout reposait sur les preuves médico-légales, que ce soit dans le domaine médical ou automobile. Toute cette affaire reposait sur les expertises médico-légales. Après avoir été humilié, accusé à tort, et avoir passé près d'1 an en prison, Sheila Bryan a été lavée de tout soupçon et réhabilitée. La conclusion heureuse de cette affaire est apportée au crédit de la justice américaine, capable de reconnaître une erreur de jugement et d'annuler un verdict. Elle jette également un nouvel éclairage sur les conflits d'intérêts que peuvent entraîner certains experts accrédités par les tribunaux. Car Ralph Newell était-il impartial en étant à la fois un expert salarié de la société Ford et en dissimulant au jury le fait que la voiture présente... La voiture des 2 snipers a été spécialement aménagée pour dissimuler leurs méfaits. Pour comprendre comment ils ont procédé, les experts scientifiques se procurent un véhicule identique. Ils modifient le coffre et la banquette arrière de la même façon que la voiture des suspects. Il y avait un trou de 10 cm de diamètre découpé dans le coffre et une partie de la banquette arrière avait été enlevée. D'après la démonstration, un tireur pouvait aisément entrer dans le coffre et tirer à travers le trou. Voici ce que l'on voit en regardant à travers la lunette du fusil. De l'extérieur, le sniper est invisible et le conducteur peut quitter les lieux en quelques secondes. Même un policier se tenant à proximité de la voiture ne pouvait rien soupçonner. Et les éclairs sortant du canon ne pouvaient pas être détectés par la surveillance aérienne. Le profil géographique suggérait que le sniper vivait près du premier groupe de victimes. D'une certaine manière, c'était le cas.
Les suspects vivaient dans leur voiture, qu'ils avaient aménagée en véritable bunker, ce qui leur permettait à la fois d'agir près de chez eux et de rester anonymes. Mais une question reste sans réponse. Pourquoi cette folie meurtrière? Ils avaient forcément un mobile. On ne tue pas des gens comme ça sans raison. L'ex-femme de Muhammad pense avoir la réponse. Selon elle, toutes ces exécutions n'avaient qu'un seul objectif: permettre à Muhammad de la tuer, tout en faisant croire qu'elle était une énième victime choisie au hasard par le sniper. L'ex-femme de Muhammad vit dans le Maryland, tout près de la zone que le profil géographique avait définie comme le lieu de résidence le plus probable du tireur. Les preuves scientifiques sont capitales pour poursuivre quelqu'un en justice. On n'arrête pas un criminel avec un profil ou en allant voir un voyant. Pour résoudre une affaire, il faut un travail d'enquête rigoureux. John Muhammad et Lee Boyd Malvo sont inculpés de meurtre avec circonstances aggravantes. Muhammad est également accusé de complot en vue de commettre un meurtre et d'infraction à la législation sur les armes. Il est condamné à mort. Malvo est condamné à la prison à vie. Dans les procès, on aime de plus en plus avoir des preuves matérielles, des preuves scientifiques. Et les analyses balistiques en particulier fournissent de très bons éléments de preuve. Parce que quand une balle correspond effectivement à une arme, c'est une preuve irréfutable. Et ça permet de confondre le coupable. John Muhammad, de son vrai nom John Williams, a été exécuté par injection létale en 2009, après avoir croupis 7 ans dans le couloir de la mort. Je vais chercher de l'aide. Sheila raconte qu'elle est ensuite remontée sur le bord de la route pour chercher de l'aide. En regardant dans le ravin, elle a vu de la fumée s'échapper de la voiture. Mais quand les enquêteurs arrivent sur place, ils remarquent que certains éléments ne collent pas avec cette version des faits. La voiture avait glissé sur 18 mètres sur le bas-côté. Puis elle avait fait une embardée à droite et elle avait dévalé un talus de presque 9 mètres pour finir sa course perpendiculairement à la route, dans le fossé. Mais il n'y avait aucune trace de dérapage. Il n'y avait aucune trace de pneu qui pouvait laisser penser que le véhicule avait fait un brusque changement de direction. De plus, l'avant de la voiture ne semble pas accidenté. Il n'y avait aucune rayure sur le pare-choc, ni sur le châssis. La partie en plastique sous le pare-choc était intacte. Bref, tout indiquait que la voiture avait descendu le talus tout doucement. Autre fait troublant, le cache du réservoir d'essence est ouvert et le bouchon a disparu. Aucune autopsie n'est pratiquée sur le corps de Freda Weeks, mais les résultats des analyses toxicologiques sont étonnants. Dans la plupart des cas de décès par inhalation de fumée, les victimes présentent un taux de carbone dans le sang compris entre 45 et 85%. Il n'y avait pas de monoxyde de carbone dans le sang de la victime, ce qui voulait dire qu'elle était déjà morte quand le feu s'est déclenché. Si Freda Weeks était déjà décédée quand la voiture a pris feu, de quoi est-elle morte? Sheila Bryan a-t-elle maquillé le meurtre de sa mère en accident? A-t-elle simulé une perte de contrôle du véhicule? Puis l'a-t-elle incendié volontairement à l'aide d'un accélérateur de combustion afin que sa mère périsse dans les flammes? C'est ce que vont tenter de déterminer experts et enquêteurs. Une première analyse du véhicule carbonisé plaide en faveur de l'homicide. En effet, aucune trace de dérapage ou de freinage n'est visible sur la chaussée. Il n'y a aucune marque d'impact sur le pare-choc et le châssis. Le bouchon du réservoir d'essence a disparu. Et Sheila prétend qu'elle a été dans l'incapacité de retirer la clé de contact du tableau de bord et de déverrouiller la portière côté passager. Plus troublant encore, après examen toxicologique, il s'avère que sa mère n'a pas succombé à une inhalation de gaz carbonique, mais qu'elle était déjà morte quand la voiture a basculé dans le fossé. Le bureau du shérif fait appel à... Arrive rapidement sur les lieux et maîtrise l'incendie en déversant une importante quantité d'eau.
Les seuls objets retrouvés dans la voiture sont un portefeuille et un marteau arrache-clous carbonisé. Les enquêteurs se demandent si ce marteau ne pourrait pas être l'arme du crime. Pour en avoir le cœur net, ils décident de faire exhumer le corps de Freda Weeks. C'est à ce moment-là que j'ai appris qu'il soupçonnait un incendie volontaire. J'en suis restée bouche bée. Je n'arrivais pas à croire qu'il puisse penser une chose pareille. Les enquêteurs s'intéressent également au mari de Sheila. Monsieur Bryan s'est énervé. Il nous a dit « Faites ce que vous avez à faire, et vite !» Parce qu'il y a 100 000 $ à la clé. L'assurance ne nous versera rien tant que l'enquête ne sera pas terminée. Le mari de Sheila pense que la garantie responsabilité civile de son assurance auto va lui permettre de toucher une indemnisation de 100 000 $ pour la mort de Freda. Le montant de l'assurance correspondait à ce qu'il nous avait dit ce jour-là. L'autopsie ne révèle aucune blessure qui aurait pu être causée par un marteau. À sa grande surprise, le médecin légiste ne trouve aucune trace de suie dans les poumons ou les voies nasales de Freda, ce qui est normalement le cas lorsque quelqu'un inhale de la fumée. En revanche, il découvre que la vieille dame souffrait d'une insuffisance coronarienne. Il en conclut donc qu'elle est probablement morte d'un arrêt cardiaque. D'après le docteur Clark, elle était probablement encore en vie quand la voiture a pris feu. Elle avait dû halter une ou deux fois après le début de l'incendie et mourir juste après. Pour le médecin légiste, il ne s'agit pas d'un homicide. Deux hypothèses se présentent aux policiers. Soit Sheila Bryan a attenté au jour de sa mère dans le but de percevoir une indemnité de 100 000 $ que pourrait lui verser sa compagnie d'assurance automobile, soit sa version des faits est véridique et sa mère, âgée de 82 ans, a succombé à une crise cardiaque. Après exhumation du corps et autopsie, le médecin légiste constate qu'effectivement Freda Weeks souffrait d'une insuffisance coronarienne qui avait pu lui être fatale. Dans ce cas, elle serait décédée juste avant ou pendant l'accident et sa fille ne serait aucunement impliquée dans sa mort. Mais, aussi étonnant que ce soit, ce pronostic ne convainc pas le magistrat chargé de l'affaire. Pourtant, le procureur est persuadé que Sheila a délibérément mis le feu à la voiture. Il l'inculpe d'incendie volontaire et de meurtre. Elle plaide non coupable. Lors de son procès, le procureur Pendant 3 semaines angoissantes, les habitants des États de Virginie et du Maryland sont victimes d'une folie meurtrière. Un sniper terrorise la population. 13 personnes sont abattues. Voici comment les experts scientifiques et les enquêteurs ont travaillé de concert pour arrêter le meurtrier. Une vieille femme périt dans un accident de la route. Mais pour la police, il s'agit d'un meurtre déguisé. 2 experts en incendie se penchent sur l'affaire et livrent des conclusions diamétralement opposées. S'agit-il d'un accident ou d'un meurtre? À vous d'en juger. Bonjour. Soyez les bienvenus sur ce plateau pour ce nouvel épisode des Enquêtes impossibles. James Martin, Sonny Buchanan, Sarah Ramos, Lori Ann, Lewis Rivera, Pascal Charlotte, Cheryl Witz, Dean Meyers, Kenneth Bridge, Linda Franklin. Et la liste n'est pas complète. Toutes ces personnes vaquaient paisiblement à leurs occupations lorsqu'elles ont été frappées à mort par la balle d'un sniper, lorsqu'elles ont été victimes d'un tireur fou qui se prenait pour Dieu. L'histoire que je vais vous raconter maintenant est celle d'une longue, très longue descente aux enfers, d'un cauchemar qui a mobilisé pendant 3 semaines les forces de police et du FBI de Washington et qui a obligé le président américain à intervenir à la télévision dans le but d'apaiser une population terrorisée. Le 2 octobre 2002, la police du comté de Montgomery, dans l'État du Maryland, doit enquêter sur plusieurs tirs mortels.
James Martin, 55 ans, est abattu alors qu'il charge des courses dans sa voiture. Sonny Buchanan, 39 ans, est tué d'une seule balle alors qu'il tond sa pelouse. Un chauffeur de taxi de 54 ans est abattu à une station-service. Il n'était jamais rien arrivé de pareil dans le comté de Montgomery. C'est une communauté très sûre et en une journée, le taux d'homicide a augmenté de 25%. Toutes les victimes semblent avoir été tuées par le même individu. Les enquêteurs évaluent la distance de tir entre 100 et 200 mètres, mais ils ignorent où le tueur était embusqué. Le FBI utilise un logiciel d'animation pour reconstituer les scènes de crime, afin de déterminer où était dissimulé le sniper. Étant donné Un mobile, on ne tue pas des gens comme ça sans raison. L'ex-femme de Muhammad pense avoir la réponse. Selon elle, toutes ces exécutions n'avaient qu'un seul objectif: permettre à Muhammad de la tuer, tout en faisant croire qu'elle était une énième victime choisie au hasard par le sniper. L'ex-femme de Muhammad vit dans le Maryland, tout près de la zone que le profil géographique avait définie comme le lieu de résidence le plus probable du tireur. Les preuves scientifiques sont capitales pour poursuivre quelqu'un en justice. On n'arrête pas un criminel avec un profil ou en allant voir un voyant. Pour résoudre une affaire, il faut un travail d'enquête rigoureux. John Muhammad et Lee Boyd Malvo sont inculpés de meurtre avec circonstances aggravantes. Muhammad est également accusé de complot en vue de commettre un meurtre et d'infraction à la législation sur les armes. Il est condamné à mort. Malvo est condamné à la prison à vie. Dans les procès, on aime de plus en plus avoir des preuves matérielles, des preuves scientifiques. Et les analyses balistiques en particulier fournissent de très bons éléments de preuve. Parce que quand une balle correspond effectivement à une arme, c'est une preuve irréfutable. Et ça permet de confondre le coupable. John Muhammad, de son vrai nom John Williams, a été exécuté par injection létale en 2009, après avoir croupi 7 ans dans le couloir de la mort. Cet ancien sergent, ayant combattu dans les forces américaines lors de la première guerre du Golfe, s'était converti à l'islam dès son retour d'Irak. D'après Lee Boyd Malvo, son complice, Muhammad aurait perpétré ce massacre dans le but d'extorquer 10 millions de dollars à l'État fédéral afin de créer au Canada un refuge pour enfants sans abri et un camp d'entraînement pour des mercenaires djihadistes. Lee Boyd Malvo, mineur au moment des faits, a quant à lui échappé à la peine capitale. Il a été condamné à la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Sachez encore, pour clore cette sinistre affaire, que le meurtre en série semble être l'apanage des États-Unis. En effet, bien que ne représentant que 5% de la population mondiale, ce pays recense à lui seul 80% des meurtriers multirécidivistes. Et l'État le plus affecté par ce phénomène, c'est l'État de Californie. La seconde affaire au menu de cette émission. Pourtant, le procureur est persuadé que Sheila a délibérément mis le feu à la voiture. Il l'inculpe d'incendie volontaire et de meurtre. Elle plaide non coupable. Lors de son procès, le procureur avance que Sheila a tué sa mère et maquillé son meurtre en accident pour toucher une indemnisation de son assurance auto. Je leur ai dit, mais c'est ridicule, la garantie responsabilité civile est obligatoire pour pouvoir conduire une voiture. Sans compter que de toute façon, je n'aurais jamais touché aucune indemnisation. Le procureur sait très bien que l'assurance n'aurait jamais rien versé à Sheila pour la mort de sa mère. Mais il pense qu'au moment des faits, son mari et elle ne le savaient pas. Pour appuyer sa théorie, il rappelle aux jurés ce qu'a déclaré le mari de Sheila aux enquêteurs. La théorie de l'accusation était qu'ils avaient fait ça pour toucher l'argent de l'assurance.
Et ce qui leur a fait penser ça, c'est ce que M. Bryan a dit aux enquêteurs. Il leur a dit qu'il voulait toucher cet argent. D'ailleurs, ils avaient engagé un avocat pour réclamer cet argent à l'assurance. Lors de son procès, Sheila assure elle-même sa défense. Mais lorsqu'elle témoigne à la barre, elle donne une version des faits légèrement différente de celle qu'elle a donnée juste après l'accident. À la barre, elle a déclaré qu'elle avait réussi à stopper la voiture sur le bas-côté et qu'elle avait vacillé sur le bord du talus. J'étais assise, j'ai dit à ma mère que j'allais essayer de sortir. J'ai ouvert la portière, j'avais encore ma ceinture. La portière s'est brusquement refermée sur mon bras. Et c'est là que la voiture est tombée dans le ravin. Ce qui n'avait rien à voir avec ce qu'elle avait dit après l'accident. Au moment des faits, Sheila a prétendu que sa mère allait très bien quand elle est partie chercher de l'aide. Mais devant les jurés, elle affirme qu'elle était inconsciente. J'ai dit à ma mère, « Maman, je reviens tout de suite. » Mais elle n'a pas répondu. Je pensais qu'elle s'était évanouie. Une fois à la barre, elle a donné une toute autre version des faits. Et je pense que ça a interpellé les jurés. Mais je crois que c'est l'expertise sur les traces de brûlure qui a été déterminante. D'après les experts, ces traces de brûlure sont consécutives à l'utilisation d'un produit inflammable. Le jury déclare Sheila Bryan coupable d'incendie volontaire et de meurtre. Elle est condamnée à la prison à vie. Je n'arrivais pas à y croire. Je me suis dit pourquoi? Mais pourquoi ça m'arrive à moi? Je ne comprends pas. J'ai même été jusqu'à regarder s'il n'y avait pas un clou rouillé pour me couper les... Le problème vient du système de démarrage, un petit boîtier abritant un circuit électrique situé dans la colonne de direction. Lorsque l'on tourne la clé dans le contacteur, un contact électrique se produit et démarre le moteur, ainsi que le système électrique de la voiture. La centrale de démarrage est une toute petite pièce à laquelle on ne pense jamais. Et pourtant, elle serait à l'origine d'au moins 8000 cas d'incendie. La majorité de ces voitures ont pris feu alors qu'elles étaient stationnées dans un garage ou dans un parking. Mais certains incendies se sont aussi déclenchés lorsque la voiture était en marche. En 1996, Ford procède à l'un des plus grands rappels de l'histoire de l'automobile. Les fils du système de démarrage sont constamment parcourus par de l'électricité. Ces fils sont séparés les uns des autres par un boîtier en plastique. Mais il arrive que l'accumulation de carbone provoque une étincelle. Ça crée un arc électrique là où ce n'est pas prévu, ce qui provoque une surchauffe. Et sous l'effet de cette surchauffe, les matières combustibles comme le plastique s'enflamment. Le Dr Hurst et Chris Bloom font une autre découverte intéressante. À l'époque, la commission d'enquête qui a confirmé le défaut du système de démarrage était présidée par Ralph Newell. Or, M. Newell est aussi expert en incendie et il a témoigné pour l'accusation lors du procès de Sheila Bryan. Je ne dis pas qu'il a mal fait son travail, je dis juste que son expertise ne pouvait pas être très objective. Je crois que son poste chez Ford lui rapportait dans les 150 000 $ par an, du moins, c'est ce qu'il a gagné cette année-là. Et il avait touché pas mal aussi les autres années, en travaillant chez Ford. Ce qui m'a frappé, c'est que personne n'a parlé du système de démarrage dans cette affaire. Personne n'est venu dire « j'ai examiné le système de démarrage » et il n'y avait aucun problème. Ce n'est pas ce qui a provoqué l'incendie. Ils n'en ont même carrément pas parlé. Pourtant, ce défaut du système de démarrage aurait dû attirer l'attention des experts, puisque Sheila a déclaré à la police qu'elle n'avait justement pas réussi à retirer ses clés du contact. Après sa sortie de route, Madame Bryan a essayé de retirer les clés du contact, mais elle n'a pas réussi. Ce qui indiquait qu'il y avait un problème au niveau du barillet de contact ou du système de démarrage. La voiture de Sheila était une Ford Cougar de 1987. Mais Ford n'a rappelé que les voitures fabriquées en 1988. Chris Bloom et le Dr Hurst pensent pourtant que la voiture de Sheila présentait le même défaut du système de démarrage. Voici la centrale de démarrage d'une Ford Escort 1988. Ce qu'il faut regarder, c'est le numéro de modèle qui est ici. Or, quand on retire le câblage de la Cougar 1987 et qu'on regarde, on s'aperçoit que c'est le même numéro de série.
Vous l'avez constaté. Pour toucher une indemnisation de son assurance auto. Je leur ai dit, mais c'est ridicule, la garantie responsabilité civile est obligatoire pour pouvoir conduire une voiture. Sans compter que de toute façon, je n'aurais jamais touché aucune indemnisation. Le procureur sait très bien que l'assurance n'aurait jamais rien versé à Sheila pour la mort de sa mère. Mais il pense qu'au moment des faits, son mari et elle ne le savaient pas. Pour appuyer sa théorie, il rappelle aux jurés ce qu'a déclaré le mari de Sheila aux enquêteurs. La théorie de l'accusation était qu'ils avaient fait ça pour toucher l'argent de l'assurance. Et ce qui leur a fait penser ça, c'est ce que M. Bryan a dit aux enquêteurs. Il leur a dit qu'il voulait toucher cet argent. D'ailleurs, ils avaient engagé un avocat pour réclamer cet argent à l'assurance. Lors de son procès, Sheila assure elle-même sa défense. Mais lorsqu'elle témoigne à la barre, elle donne une version des faits légèrement différente de celle qu'elle a donnée juste après l'accident. À la barre, elle a déclaré qu'elle avait réussi à stopper la voiture sur le bas-côté et qu'elle avait vacillé sur le bord du talus. J'étais assise, j'ai dit à ma mère que j'allais essayer de sortir. J'ai ouvert la portière, j'avais encore ma ceinture. La portière s'est brusquement refermée sur mon bras. Et c'est là que la voiture est tombée dans le ravin. Ce qui n'avait rien à voir avec ce qu'elle avait dit après l'accident. Au moment des faits, Sheila a prétendu que sa mère allait très bien quand elle est partie chercher de l'aide. Mais devant les jurés, elle affirme qu'elle était inconsciente. J'ai dit à ma mère, « Maman, je reviens tout de suite. » Mais elle n'a pas répondu. Je pensais qu'elle s'était évanouie. Une fois à la barre, elle a donné une toute autre version des faits. Et je pense que ça a interpellé les jurés. Mais je crois que c'est l'expertise sur les traces de brûlure qui a été déterminante. D'après les experts, ces traces de brûlure sont consécutives à l'utilisation d'un produit inflammable. Le jury déclare Sheila Bryan coupable d'incendie volontaire et de meurtre. Elle est condamnée à la prison à vie. Je n'arrivais pas à y croire. Je me suis dit pourquoi? Mais pourquoi ça m'arrive à moi? Je ne comprends pas. J'ai même été jusqu'à regarder s'il n'y avait pas un clou rouillé pour me couper les veines. Je ne voulais pas que mes enfants aient à subir ça toute leur vie. Et puis tout à coup, je me suis dit, Seigneur, si je suis là pour aider quelqu'un, alors montre-moi le chemin. A inventé un programme informatique qui va lui permettre d'établir un profil géographique du tireur. Dans les enquêtes sur les crimes en série et les crimes isolés, les enquêteurs ont trop d'informations à traiter. Il y a trop de suspects, trop de pistes à suivre. Parfois, ils ont des listes longues de centaines ou de milliers de données. C'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Les informations sont là, mais par où commencer? Kim Rosmo a constaté que les criminels agissent souvent dans un même rayon autour de chez eux. Il entre donc les coordonnées géographiques de tous les meurtres dans son programme. Celui-ci intègre déjà les données de plusieurs milliers d'autres affaires. Les criminels ont tendance à faire le moins d'efforts possible, mais ils savent aussi qu'ils ne doivent pas agir trop près de chez eux. C'est pour cette raison qu'il y a une sorte de zone tampon. Généralement, ils agissent au-delà de cette zone, là où ils se sentent encore en sécurité tout en restant anonymes. Le programme détermine la zone où est susceptible d'habiter le criminel. L'ordinateur effectue un grand nombre de calculs, parfois jusqu'à 1 million, et ensuite il génère pour nous ce qu'on appelle la zone de danger. Il s'agit d'une représentation spatiale en 3 dimensions de son lieu de résidence le plus probable. Les scènes de crime sont en jaune ou vert. Les zones où habite probablement le sniper apparaissent en rouge ou orange. La police demande également au FBI d'établir un profil psychologique du tireur. Pour établir le portrait psychologique d'un tueur, les experts étudient les cas d'individus ayant déjà commis des crimes, en s'appuyant sur leurs points communs. Une technique qui peut s'avérer très utile, mais qui a aussi ses limites. Pour les profilers, le tueur en série est le plus souvent un homme blanc, entre 20 et 30 ans. Il a fait des études supérieures et il est généralement divorcé.
Un profil ne suffit pas pour résoudre une affaire. L'enquête aboutit grâce à des preuves matérielles, un témoin ou des aveux. La science est un atout. Elle est d'une aide précieuse. Mais rien ne peut remplacer le fait d'aller sur le terrain, de parler aux gens et de les interroger. La seule chose dont les enquêteurs soient sûrs, c'est que le ou les tueurs suivent les informations. C'est fréquent qu'ils suivent ce qu'on dit sur eux dans les médias. Souvent, ils vont même jusqu'à s'immiscer dans l'enquête. D'une certaine manière, on peut dire que ça alimente leur ego. Il a donc certainement entendu le chef de la police du comté de Montgomery assurer que les enfants ne craignaient rien. Les autorités déclarent que demain sera une journée d'école normale. Le 7 octobre, le sniper blesse un élève de 5e devant son école. Les parents commencent alors à craindre pour la sécurité de leurs enfants. Je suis content que